toujours neutre avec du gris souris d'interne. Voilà. Parce que de toute façon, Trump, Harris, moi je m'en fous, je votais Jill Stein. Voilà. Tu peux nous dire qui est Jill Stein parce que je ne le Et connais ben pas. voilà, c'est là où on voit les gens à quel point ils sont matrixés. C'était Ouais. l'avenir de l'Amérique, c'était la candidate des Verts, avec un vrai programme anticapitaliste et tout, Mhm. qui avait d'ailleurs, je ne sais pas si cette année c'était le cas, c'était Jack Rasmus, son conseiller économique lors des élections précédentes, qui d'ailleurs a eu un entretien dans Disruption, le prochain numéro sur le populisme, Oui, qui qui tombe à paraît. pic. C'est un numéro qui tombe à pic. On va peut-être parler de Trump, enfin de l'élection un tout petit peu plus tard. On voulait faire un petit peu aussi, enfin, je voulais spécifier que vous avez fait un super travail la semaine dernière. J'étais pas là, je vous ai laissé entre hommes pour commenter ces élections. Ça m'a choqué d'ailleurs qu'il n'y a que des hommes qui commentent. Que Mais des hommes, que des mâles blancs, c'était une catastrophe. il paraît même qu'il y a des auditeurs qui ont envoyé un message, ça y est, les masques sont tombés, ils ont viré la femme. C'est Maintenant, vrai? Trump est passé. Non, bah, j'aurais bien aimé être là, mais je ne pouvais pas. Donc, voilà, donc on fera un petit bilan une semaine après. C'est pas un bilan, mais quelles sont les fameuses 47, c'est ça, mesures de Trump. On va pas les détailler en détail, mais enfin, les détailler en détail, excusez-moi. 47. Mais en tout cas, on va juste voilà, parler un petit peu du Autant de programme et des gens qui sont autour de lui. 47, c'est comment? C'est 47 nuances de gris, c'est ça? Ouais, je sais pas si c'est très nuance, mais Oui, connaissant le personnage. donc voilà. Mais écoute, je propose qu'on commence, on va parler un petit peu de la France et notamment de la manière dont les ministres réagissent aux nominations de Trump. Ensuite, on évoquera la catastrophe à Valence. Comment en Allemagne, contrairement à ce qu'on pense, la situation est encore pire que chez nous. Il faut le faire. Comment Draghi va nous sauver, du moins c'est ce qu'il pense dans son monde imaginaire. Et enfin, comment Trump va botter le cul à tout le monde, pour le meilleur, mais certainement surtout pour le pire. Voilà, donc, au programme. Ok. Et tu nous expliqueras le pire d'ailleurs. Ah, le pire, ouais. Écoute, le pire, je pense que c'est ce qui attend déjà les fonctionnaires français. Oui, voilà. Parce que, alors que l'Europe est comment dire, le flambeau de la liberté, de la tolérance, de l'avenir et du progressisme face à des États-Unis qui ont sombré dans le Trumpisme, et du moins c'est ce que nous expliquent tous les gouvernants, comment survivre à la catastrophe Trump. Tu sais, il y a des bouquins comment survivre à l'apocalypse zombie. J'ai l'impression qu'en ce moment, l'Union européenne, c'est comment survivre à l'apocalypse républicain. Oui, j'ai regardé un plateau tout à l'heure de service public et Voilà. il nous disait que les conflits d'intérêts allaient être absolument démentiels, comme s'il n'y en avait jamais eu avant, à cause d'Elon Musk et de ce qui est conquête spatiale. Ouais. Il y a des conflits d'intérêts d'à peu près dans tous les domaines économiques, mais c'est pas grave. Depuis longtemps. C'est un grand classique, des États-Unis. De toute façon, les revolving doors, on rappelle Henry Paulson, secrétaire du Trésor au moment de la crise de 2008. Dès que la crise éclate, il utilise l'argent des contribuables américains, le bail-in, pour sauver les banques d'affaires, notamment la Goldman Sachs. Et 2 mois plus tard, il quitte le pouvoir et il a un poste super bien payé à la Goldman Sachs. Donc les gens, ils font des cris de vierge effarouchés qui viennent de découvrir qu'elles viennent de se faire dépuceler par un type qui a fait sa première communion. Il faut un moment arrêter les conneries, quoi. C'est un grand classique des États-Unis, Musk. C'est comme tous les autres. Oui, et les conflits d'intérêts sous les démocrates, que ce soit dans la défense, pour au sein des multinationales pharmaceutiques, par exemple, je le cite comme ça au hasard. Oui. Ça, par contre, c'était pas gênant. Ça, c'était OP. En fait, moi, je trouve qu'il y a aussi un truc qui est bien avec l'engagement de Musk auprès de Trump, c'est qu'on dit souvent que la démocratie, le vrai pouvoir reste caché, que tu as les candidats qui sont en fait un peu les porte-gondoles d'oligarques qui s'affrontent pour le pouvoir. Et aux États-Unis, il est mis en avant, très très mis en avant. Voilà, c'est particulier. Au moins, c'est transparent. Alors, moi, c'est clair. Quand tu votes Trump, tu es avec l'oligarque Musk. Ouais.
Et quand tu votes Harris, bah, tu dois être avec l'oligarque Zuckerberg. Et Gates et tout ça, il y en a plusieurs. Zuckerberg, il est assez discret ces derniers temps. Mais Mais bon, ils en ont une flopée, donc certains moins connus, mais tout à fait puissants quand même. Mais c'est vrai que c'est plus hypocrite, ouais. Ouais, c'est plus caché. Et je trouve ça assez rigolo quand même que maintenant on est. Parce que ça fait très roman de science-fiction, en fait. Les États-Unis, la course présidentielle, qui est un enjeu de pouvoir entre deux grands oligarques. C'est C'est fantastique. ça, enfin plusieurs, on va dire. On rappelle d'ailleurs que ce n'est pas du tout complotiste, puisque c'était l'ancien président Carter qui expliquait que la démocratie américaine était en réalité une plutocratie oligarchique. Et il est toujours en vie, hein, Carter. Ouais. Il balance. Hein. Enfin bref, mais donc ça fait des remous sur notre vieux continent fatigué, mais des remous qui parfois peuvent étonner. Notamment, moi, je tiens à tirer mon chapeau à Kasbarian, donc Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, qui n'a pas pu s'empêcher de tweeter, en anglais évidemment, parce que c'est un peu comme, tu sais, quand il y a un type qui essaye d'attirer une Instagrammeuse en likant son profil, quoi, tu dans la langue Instagrammeuse, ben là, il doit essayer d'attirer l'attention de Musk, je ne sais pas, peut-être pour un reclassement, si jamais le gouvernement... Embauchez-moi, SVP, Et ça fait très attention noir quand même. Hein. C'est un peu bizarre. Et donc, le brave Kasparian félicite Elon Musk, qui doit être heureux que Kasparian le valide. Oui, oui, ça doit être très flatteur pour lui. Il doit se dire dans la vie, putain, j'avais tout raté, mais là, Guillaume Kasparian me like, c'est bon, c'est reparti. Et donc, il le like parce que, eh bien, Musk a été nommé par Trump à un poste où, en gros, c'est niquer sa mère à l'administration américaine. C'est un peu ça le programme. Alors, j'avoue que je ne savais pas, j'avais des doutes, et puis j'ai vu qu'il a mis Ramaswamy en aide de Musk. Alors, Ramaswamy, je ne sais pas si tu cadres le titre. Oui, je vois qui c'est, bien sûr. Ouais, dans le genre, moi, dès que je vois un fonctionnaire, je sors mon revolver et je le coupe, parce que ça va me faire une retraite en moins. Il est assez fort, Ramaswamy. Bon, alors, on reviendra aux États-Unis tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu penses de l'état de la fonction publique en France et donc du vœu de Gasparian de nettoyer un petit peu aussi les écuries d'Augias? Mais alors, bon, juste qu'il adore, il like un tweet de Trump ou de Musk qui dit qu'il a un poste de responsabilité. Mais lui, il précise, ça ne veut pas dire que je suis favorable à ce qu'il va faire. Je ne suis pas du tout favorable au démantèlement des administrations publiques. C'est vraiment pas le genre de truc que ferait Renaissance, La République en marche, La République en fuite, enfin, je ne sais pas comment ils s'appellent de nos jours. Parce qu'on sait qu'ils ont la fonction publique chevillée au cœur. Ils n'ont pas tellement... La Sarkozy, récemment, qui s'est foutu de la gueule des profs de maternelle en disant mais quand même ils travaillent pas assez. Alors on me dit qu'ils préparent des cours, genre qu'ils préparent des cours en maternelle. Donc on voit qu'il y a un assaut tous azimuts sur les fonctionnaires qui sont des feignants. Oui, mais tout ça est très confus parce que quand on dit les fonctionnaires, on parle de plein de personnes très différentes. Il y a en effet des millefeuilles administratifs, des superpositions d'entités qui font les mêmes tâches, et donc il y a un problème entre les collectivités locales et, je sais pas, la fonction publique, je dirais, classique, et les collectivités locales et les communautés de communes, enfin d'ailleurs, personne ne s'y retrouve très bien. Donc là, il y a certainement des choses à organiser un peu mieux. Après, le régalien, c'est une catastrophe, en effet. Il ne s'agit pas de couper dans le régalien, que sont en effet l'éducation, la justice, la police, etc., qui sont en décapilotade, on dit ça. Là, je regardais justement France 2 avec... c'est un reportage sur l'éducation nationale. Il y a des classes entières de seconde première qui n'ont pas de prof de philo pendant une année entière. C'était philo, mais ça peut être autre chose. Alors que les postes à l'agrégation en philo sont ridicules. Le contingent est très, très faible. Et alors, ce qu'il n'évoque jamais, justement, c'est la raison des absences. Parce qu'à un moment, on voit un écran d'ordinateur sur lequel il y a marqué « arrêt maladie ». Donc, c'est juste un petit message subliminal comme ça.
On se plaint des absences, mais on n'évoque jamais savoir pourquoi il n'y a pas de prof pendant 1 an, ça c'est une chose, mais pourquoi quand un prof est nommé, c'est-à-dire que le proviseur avait le nom du prof de philo, il ne s'est jamais présenté à l'école. Alors, la question déjà, c'est que de plus en plus dans la fonction publique, on emploie des contractuels, c'est-à-dire Oui. qui n'ont pas le statut. Mmh. Et par définition, un contractuel, alors autant l'employeur le trouve flexible, Mmh. mais ce que l'employeur oublie toujours, c'est que le contractuel peut aussi se trouver flexible. Mmh. Si les conditions de travail lui plaisent pas, il peut se barrer tout simplement. Ouais, il gagne à peine plus qu'un SMIC, enfin en tout cas en début de carrière, je ne sais pas quelle est l'évolution exacte. Mais bon, donc là, il y a un vrai besoin. Il y a peut-être moins de besoins ailleurs. C'est toujours ça qui me dérange quand on parle de la fonction publique. On en parle comme une entité pour laquelle le problème est le même partout. Il ne faut jamais oublier que, par exemple, un truc tout bête, mais un contractuel, tu ne peux pas le forcer à aller à un endroit. Tandis qu'un titulaire de l'éducation nationale, tu as un système de mouvement Mmh. qui fait qu'il a énormément de difficultés à aller là où il veut. Il est obligé de servir là où on l'envoie. Mmh. Donc, on parle toujours des rigidités de la fonction publique, sans parler également des contraintes. Et je crois vraiment que là, il y a un côté se faire plaisir. Il y a une telle idéologie anti-fonctionnaire, notamment parce que de toute façon, les fonctionnaires ne votent pas pour eux. Par exemple, avec la généralisation des 3 jours de carence dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que désormais, un arrêt de maladie validé par un médecin donnera lieu à 3 jours non payés. Oui. Et après, si je me rappelle bien, ça sera payé juste à 80%. Alors, Mmh. l'argument, c'est de dire, c'est comme dans le privé. Sauf que dans le privé, de nombreux employeurs ont des caisses de solidarité qui vont payer le jour de carence lorsqu'il y a un arrêt de maladie à l'employeur. Oui, en général, on est payé quand même dans le privé, quand on est arrêté. Il n'y a pas de jour de Quand on voit l'explosion des arrêts maladie, mmh. un jour de carence, ça ne les a pas remis en cause. Mais alors là, 3 jours de carence, parce qu'il y a aussi un phénomène, souvent, les professeurs essaient d'être en arrêt maladie le moins longtemps possible, parce qu'après, il faut cavaler pour rattraper les programmes et tout. Mais là, si tu sais que tu vas perdre de toute façon 3 jours de travail, plutôt que de faire un effort de revenir après 3 jours, tu vas prendre la semaine. Oui, tant qu'à faire. Sûr de te remettre en forme. Donc, à mon avis, ça va être totalement contre-productif. Et puis surtout, les gens de la fonction publique, je crois que c'est ça qui les dérange beaucoup, s'engagent dans la fonction publique avec une forme d'éthos de la fonction publique, Mmh. une volonté de servir. Et Ouais. donc, quand ils se retrouvent face à une impossibilité de servir parce que les services publics sont systématiquement délaissés pour favoriser le privé, ça crée une souffrance intérieure aussi, qui provoque après des arrêts maladie. Oui, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que oui, il y a en effet, enfin en tout cas les professeurs sont très maltraités, c'est évident et après, il y a un cercle vicieux éventuellement d'absentéisme et après, donc on se dit que les fonctionnaires ne travaillent pas assez ou qu'ils sont trop souvent absents. En tout Voilà, cas, moi je trouve que c'est évidemment, les fonctionnaires se sentent un petit peu trahis, parce que quand tu likes un type qui va mettre en aide Ramaswamy, tu avais écouté les discours de Ramaswamy alors pas sur le fonctionnariat, j'en ai écouté, mais je me souviens pas avoir entendu des propos sur les fonctionnaires. Oui, il avait commencé avec un bouquet Work Incorporated. J'avais d'ailleurs failli l'interroger à l'époque pour dénoncer comment les fonds de pension imposaient des critères WOC pour Mmh. Oui. investir dans des entreprises. Mais sur les fonctionnaires, en gros, il dit un fonctionnaire fédéral ne devrait pas rester plus de quelques années en poste. Et il y a vraiment tout ce discours de démantèlement qui fleure le réganisme triomphant des années 80. Ouais, pour moi, c'est un sujet compliqué, quoi, qui est. J'ai fréquenté la fonction publique, pas française, plutôt internationale, et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est compliqué. C'est vrai que le fait d'être embauché à vie peut aussi générer des comportements pas forcément optimaux. Il s'agit de trouver une juste mesure entre la sécurité et
et l'engagement. Donc voilà, on va peut-être pas passer la soirée à parler de ça, mais c'est Non, bien sûr que non. Leur voilà. tour. Et aussi, on peut juste mentionner aussi la très grande lenteur de la justice aujourd'hui, avec des dossiers qui traînent pendant des années et qui devraient être réglés en 2 mois, parce que ce sont des dossiers souvent assez mineurs, et qui finissent par une sorte Et on peut comprendre un certain ressentiment parce que l'usager a l'impression de ne pas en avoir pour son argent. Ça, c'est très clair. Ouais. Et après, les politiques peuvent surfer dessus pour se servir de la fonction publique comme d'un paratonnerre. Et c'est vrai que les administrations, on peut dire que notre gouvernement est contre les fonctionnaires. Moi, je pense que c'est quand même aussi pas aussi simple. Les administrations survivant très très longtemps au gouvernement et étant toujours les mêmes, alors que les gouvernements passent, je ne crois pas vraiment que Macron s'attaque spécifiquement aux fonctionnaires. Et malheureusement, il laisse se dégrader le régalien, encore une fois. Il laisse se dégrader l'école, la justice, alors que là, il faudrait faire un effort, tout en ne s'attaquant pas aux fameux millefeuilles, et aux gabegies aussi bien sûr. éventuelles d'argent public. Alors, on passe au deuxième sujet, puisqu'il y a un tsunami s'annonce dans la fonction publique, mais des catastrophes bien réelles ont frappé l'Europe. Oui, donc les inondations à Valence et qui se sont étendues un petit peu plus loin que Valence, parce qu'on parle beaucoup de Valence, mais c'est aussi, je crois, dans toute la région autour de la Murcie. Je suis en train de prendre une carte d'Espagne pour pas dire de bêtises. Oui, voilà. Donc c'est Valence est, disons, à la moitié à peu près de l'Espagne. Et c'est toute la région Murcie et éventuellement un peu d'Andalousie aussi. Donc tout ce qui est moitié sud, est de l'Espagne, qui est qualifié de jardin, je crois que jardin de l'Europe, un truc comme ça, jardin, puisque c'est une région qui produit 35% des fruits et légumes vendus en Europe. Donc, super idée. C'est absolument, tu vois le climat espagnol, tu te dis, c'est là où il faut faire le jardin de l'Europe. Parce qu'il n'y a pas du tout de problème d'eau, le climat méditerranéen, le fait qu'il va falloir détourner les fleurs, c'est vraiment la bonne idée. Et c'est là où on voit quand même le foutage de gueule intégral, quand on nous dit on va bâtir l'Europe de la transition énergétique, l'Europe de l'écologie. À un moment, la base de l'Europe, c'est les fruits et légumes, on les produit dans les pays où il pleut. Enfin, zut, quoi. En même temps, ils ont besoin de pluie. Non, mais c'est aussi des, non, mais c'est des régions où il fait aussi très soleil, Gauthier. Donc, tu le sais très bien. D'accord. Je ne sais pas quelle est la pluviométrie dans ces régions. C'est plutôt sec, non, d'habitude? Ah oui, et puis ça fonctionne par de l'irrigation. Ouais. Avec notamment le cours de l'Èbre, qu'il a fallu, détourner pour tous ces jardins. Donc tout ça me paraît d'un point de vue écologique absolument aberrant. C'est un peu du niveau, tu sais, de toutes les maisons qu'on construit au bord des mers, dans les zones où il y a des tempêtes. Ouais. Mais en termes écologiques, mais qu'est-ce que tu préconises dans ces cas-là? Parce que, en fait, là où ça, spécifiquement à Valence, c'est parce qu'aussi l'Espagne est particulièrement bétonnée, ces villes sont particulièrement bétonnées. Je crois que, en effet, il n'y a pas de possibilité d'évacuation des eaux qui est très très bien organisée. Donc ça c'est un problème d'infrastructure, je pense. Il y a ce premier problème-là. Et puis aussi, il y a quand même eu la suppression en 2021 de 100 000 barrages hydrauliques, ce qui me semble complètement dément comme chiffre. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Non, j'en avais pas entendu parler. Mais alors, c'est quoi? C'est des petits barrages traditionnels? J'imagine, oui, que ce sont… Oui, un peu comme ce qu'il y avait au Japon aussi, souvent dans les pays un petit peu montagneux, il y a beaucoup de petits barrages d'unités de production vaguement autonomes qui ont été rassemblés pour faire une économie d'échelle avec un grand barrage. Ouais. Ouais. Moi, de toute façon, ce qui me semble, c'est que l'Espagne, c'est la politique des avantages comparatifs dans l'Union européenne, de spécialiser les pays dans certains domaines d'activité. Oui.
performants. Les Espagnols ont tiré l'agriculture et le tourisme. En deux pôles, le tourisme a entraîné des constructions absolument démentielles. Au moment de la crise de 2008, on s'était retrouvé avec des villes balnéaires totalement vides, fantômes en Espagne. Tout ça a un côté absurde. Moi, ce que je préconiserais, c'est d'interdire de vendre des légumes qui n'ont pas été produits dans le pays où on les achète. Mais bon, ça, je suis d'accord avec toi, mais nous sommes très extrémistes. Moi, j'accepte d'acheter des légumes espagnols. Tout ce qui est frontalier, d'accord. Tout ce qui est au-delà, les fruits et les légumes espagnols, je peux accepter. Tout ce qui est frontalier. Non, mais tu sais, j'essaye d'être souple parce que là, dernièrement, j'ai acheté des haricots verts du Kenya. Enfin, je ne les ai pas achetés d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour ça que pour l'instant, si ça pouvait juste venir des pays frontaliers, ce serait déjà très très bien. Ouais, mais les pays frontaliers, c'est pareil. Moi, personnellement, je n'y toucherai pas. Il faut se rappeler que les Espagnols ont, par exemple, ravagé les zones de pêche, notamment anglaises, lorsqu'ils sont entrés en 86 dans la communauté européenne. Parce que très clairement, il y avait une logique de production qui ne correspondait pas du tout à la soutenabilité des ressources. Et j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait pareil avec leur pays, là, avec les inondations, qu'ils ont dû faire n'importe quoi dans les régimes d'écoulement hydraulique, soit avec les barrages, avec l'irrigation, avec tout, et que quand, brutalement, le climat méditerranéen, c'est un climat, il se met à pleuvoir très, très violemment parfois. Faut avoir les précautions. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui se posent. C'est vrai que sur ces histoires de barrages hydrauliques, c'est quand même des barrages qui sont censés éviter ce genre d'événements. A priori voulu par l'Union européenne, au nom de normes écologiques, et une population qui n'a pas été prévenue à temps. Il y a quand même plus de 200 morts. D'où la colère des habitants quand le Premier ministre est arrivé, puis le roi et la reine. D'ailleurs, le Premier ministre était reparti assez rapidement, je crois, et le roi est resté. Ils ont pris pas mal de boue sur le visage. Ils ont fait le job, on va dire. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'en Espagne, la plupart des exploitations agricoles, particulièrement dans cette région, ce sont des paysans propriétaires. C'est-à-dire que les structures font entre 5 et 20 hectares maximum. Ils n'en sont pas rendus aux grandes structures que nous avons maintenant en France. Alors, le danger dans ce genre d'événement, c'est qu'il y ait des agriculteurs qui se retrouvent un peu la corde au cou, qui soient un peu dans une situation de détresse financière, et qui se retrouvent peut-être obligés de vendre à des plus grosses structures, et comme ça, commencer une sorte de concentration des terres agricoles. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais souvent, c'est ce qui arrive. Et une marotte d'ailleurs totalement louable, c'est la vigilance quant à l'appropriation par de grands consortiums multinationaux des terres. Ce qu'on a observé en Ukraine, ce qu'on observe également dans le sud de la France. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument fondamental pour l'avenir de l'agriculture. Qu'est-ce qui est fondamental ? De se poser la question que ces terres restent à des paysans. Oui, voilà, d'accord. Parce que c'est pour dénouer l'ambiguïté. Oui, et en effet, c'est quand même, c'est aussi une des volontés de l'Union européenne de favoriser les grosses structures. Nous avons d'ailleurs un retour, a priori en décembre, des manifestations paysannes, puisque depuis janvier, ils n'ont à peu près rien obtenu des promesses, ou très à la marge, et leur situation ne fait qu'empirer. Donc là, en fait, c'est une bataille qui est très compliquée, puisque en fait, c'est non seulement David contre Goliath, mais aussi c'est pas une petite bataille idéologique, c'est vraiment une vision absolument à l'opposé d'une volonté. Enfin, c'est une vision totalement à l'opposé de projets de vie, je dirais, de projets idéologiques entre l'Union européenne et une grande partie des petits paysans français et des petits éleveurs. Tout ce qui est fait au niveau de l'Union européenne va à l'encontre des petites structures. C'est le but, à terme, est quand même de s'en débarrasser. De toute façon, il faut être conscient que l'Union européenne, l'agriculture de l'Union européenne, ça affronte l'agriculture américaine. Oui, elle aussi. D'ailleurs, si j'ai bien vu là, le traité de libre-échange avec le Mercosur
ça y est. Ils prétendent s'y opposer. Barnier est très, très opposé. Oui, Il a été rencontré von der Leyen, qui elle est pour, bien sûr. voilà. Donc là, il y a un petit jeu de théâtre, je ne sais pas, ou de bras de fer, ou de théâtre qui se joue. Et en effet, la raison de cette nouvelle manifestation d'agriculteurs, le point de départ, c'est le Mercosur. Oui, il faut voir que quand même, on est toujours face à des questions structurelles. Des questions... La question structurelle est liée à la mondialisation, est liée en effet, comme tu viens de dire, oui, mais nous, en face, on a les grosses structures américaines. Après, la souveraineté alimentaire, c'est aussi décider de son propre stratégie alimentaire, et on peut très bien décider, à partir du moment où on souhaite produire chez soi et principalement consommer nos propres produits, d'avoir une autre stratégie agricole. C'est pas parce qu'en face, on a des grosses structures qu'on doit absolument suivre, soi-disant pour des raisons de compétitivité. Enfin là, ce que je dis est complètement inaudible, évidemment. Oui, bien sûr, jusqu'au moment où les réseaux finiront par s'effondrer, parce que jamais oublier, c'est que toutes les exportations de produits agricoles, c'est bien mignon, mais ça dépend d'énergie. En plus, oui. Et que l'énergie va être amenée à se raréfier, et que l'intérêt de faire circuler des patates à travers l'Europe, alors que la patate... À travers les mers, hein, sur des énormes paquebots conteneurs. À travers même la patate, alors ils ont dû faire des efforts, mais jadis, il y a une dizaine d'années, la patate circulait dans 10 pays avant d'arriver au supermarché. Ouais. Les gens allaient l'acheter en voiture encore. Et ça, ce n'est jamais soulevé très très rarement par les écologistes politiques, ce que j'appelle l'écologie politique, c'est-à-dire les gros conteneurs sur les mers qui sont quand même excessivement polluants, pour nous amener du lait de Nouvelle-Zélande suite à ce nouveau contrat de libre-échange avec Nouvelle-Zélande, ou du beurre, ou maintenant, je ne sais pas, des pommes de terre d'Amérique latine, ça dérange pas trop les écologistes, c'est quand même très 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 gênant. Donc, bon, voilà. Et puis pour terminer... Raciste avec le lait, c'est normal. Mais pour terminer, il y a un autre... Après le jardin de l'Europe, n'oublions pas que le grenier de l'Europe, le grenier à blé de l'Europe, c'est l'Ukraine, et qu'aujourd'hui, en tout cas avant la guerre, plus de 30% des terres agricoles ukrainiennes appartenaient à des multinationales américaines. Je crois qu'aujourd'hui, on frôle les 50%. Les 3 multinationales que sont Monsanto, Cargill et Dupont. Et que voilà, l'enjeu agricole, pour terminer sur Valence, mais l'enjeu agricole est un enjeu de géopolitique extrêmement important, et que maintenant, les terres agricoles, de plus en plus, commencent à ne plus appartenir à la nation qui les héberge, si je puis dire comme ça. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a encore 15 ans, c'est quand même quelque chose de très particulier. Le land grabbing, on en parlait pour les pays africains. Regardez ces enfoirés multinationales, ils piquent les terres aux Africains. Maintenant, on voit que le land grabbing, c'est en Europe que ça se produit. Faut-il en tirer des conclusions quand on déclassement du continent? Je pense que oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas que l'Europe, parce que moi, j'ai appris qu'au Canada... Je n'oserais pas trancher, mais on peut passer à l'Allemagne tout de suite. Non, je voulais juste terminer. Il n'y a pas qu'en Europe. J'ai appris aujourd'hui qu'au Canada, tout le centre du Canada est progressivement racheté par les Chinois. Donc, sur le continent américain. Oui, alors, prochain sujet. Alors, en Allemagne, rien ne va plus parce que il y a un trou dans le budget, en gros. On va résumer à ça. Il y a un trou dans le budget de 2,4 milliards d'euros. Il y en a aussi un dans mon budget, il est un peu plus petit. Et là-dessus, personne ne sait comment le combler, le trou. C'est un peu comme chez nous, et donc il y a une impossibilité, oui, la coalition ne fonctionne pas. Bon, nous, on n'a pas de coalition, on pourrait dire que c'est le problème, mais en réalité, c'est aussi bloqué. Nous avons que ne pas avoir de coalition, c'est un différent problème. Parce que là, il y a le ministre des Finances qui est FDP. Donc, les FDP, c'est les libéraux allemands, qui sont très libéraux, qui étaient en coalition avec les sociodémocrates et les Verts, qui sont plus teintés à gauche, on va dire, et qui voulaient laisser filer les déficits afin de donner un petit peu de vigueur à une économie allemande qui marche à la vitesse d'un escargot rachitique, et neurasthénique. Et donc là-dessus, le type du FDP, il a dit non, comme quoi il porte bien ses initiales,
Et je veux pas, parce que je reste à la règle d'or, le fait que les déficits… Il faut se rappeler que nos amis les Allemands, c'est une grande démocratie, certes, depuis la Seconde Guerre mondiale, mais pour éviter les conneries du passé, c'est une démocratie sous contrôle, corsetée, parce qu'on appelle le Rechtsstaat. On traduit en état de droit chez nous, que voilà un vilain mot. Et cet état de droit, bah, tu fais la moindre loi en Allemagne, il y a le Verfassungsgericht, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui va te taper sur les doigts. Tu vas faire la moindre politique économique un petit peu non orthodoxe, c'est-à-dire laisser filer les déficits pour essayer de redynamiser l'économie. Tu n'as pas le droit parce qu'il y a la règle d'or qui te l'interdit. Bref, globalement, se poser la question de si c'est à cause de toutes ces mesures de l'état de droit que l'Allemagne a été un pays qui n'a pas fait de vraie innovation politique depuis 70 ans, mais a été juste géré, c'est un peu comme se demander si la stérilisation, ça empêche les enfants, quoi. C'est un peu le même… Oui, mais ne crois-tu pas que justement on a le même problème chez nous, d'une façon institutionnellement légèrement différente, mais nous aussi, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État bloquent toute initiative juridique un peu disruptive. Alors, c'est quand même un peu différent, parce que le Conseil d'État, si je me rappelle bien, c'est depuis le milieu des années 70, puisque son rôle dans la Constitution n'était pas du tout d'avoir un jugement politique sur les lois. C'est à partir des années 70 qu'il s'est arrogé ce rôle. Quant à la question de la monnaie, bah, on a laissé filer les déficits pendant très longtemps en France. C'est à partir de 83, de la politique de la rigueur, où on décide, en gros, la politique de relance étant un échec dans le cadre européen, François Mitterrand est à la croisée des chemins. Soit il abandonne l'Europe et continue à respecter ses promesses de campagne, soit il est trahi en restant dans l'Europe. Il choisira l'option B. Mais en France, c'est quand même beaucoup plus récent. Et puis, il n'y a jamais eu de vrai consensus politique. Tandis qu'en Allemagne, ce qui est intéressant, c'est que le consensus politique existait, mais que là, ils sont tellement à la rue. Coucou la guerre d'Ukraine. C'est dommage, Nord Stream 2, le sabotage, tout ça, l'énergie qui est devenue plus chère, la perte de compétitivité de des entreprises allemandes. Un petit peu comme si c'était le gaz russe et la baisse des salaires qui avaient fait le miracle allemand des années 2000 et pas du tout une vraie politique industrielle. Eh bien, à cause de tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Bah, maintenant, l'Allemagne s'effondre et industriellement. Et là, les politiques commencent à se dire « Ah ben, ce n'est pas l'état de droit qui va nous sauver ». Oui, mais donc, en fait, ces coalitions qui auraient pu fonctionner encore il y a quelques années, vu la gravité de la situation, ça ne fait plus face. Bah, de toute façon, en Allemagne, en termes de coalition, ils sont super balèzes. Il faut se rappeler que c'était en 2005. Il y avait quand même la coalition de l'équivalent des républicains et des socialistes. La grande coalition, c'est comme ça que, voilà, que Merkel était arrivée au pouvoir. Donc, ils avaient une culture du consensus parce qu'il n'y avait pas d'enjeu politique. De toute façon, c'était la droite qui bordait le truc. Et puis, ça se passait bien économiquement. Là, il y a tout qui est en train de s'effondrer. Bah, brutalement, le consensus vole en éclats. Le problème, c'est qu'en Allemagne, là-dessus, ils sont en avance sur nous en termes de morcellement politique. Parce que tout le tralala qu'on n'arrive pas à avoir de coalition, parce qu'il y a 3 partis importants à l'Assemblée nationale française, c'est assez récent. Mais en Allemagne, ça fait depuis la fin des années 90 que les partis ont du mal à dégager des majorités. Parce que comme on est dans un système à la proportionnelle, ben on a déjà le morcellement politique qui existait. Mais personne ne le voyait parce qu'il y avait la coalition magique. Parce que la coalition magique n'avait rien à gérer. Mais là, quand il faut prendre des décisions politiques, c'est ça, ça va devenir plus compliqué. Ça va devenir comme la France, en fait. Voilà. Voilà. Beau destin. Et là, les Français ont un petit sourire narquois en disant tiens, ouais. Das habe ich schon gesagt. L'Allemagne était l'exemple à suivre. On était tellement complexés. Maintenant. Alors qu'en fait, c'est eux qui nous suivent maintenant. Ouais, mais ils nous suivent sur quoi ? Ils nous suivent sur la descente. Ah, sur la descente, oui, d'accord. Oui. Bon, c'est très déprimant, tout ça. Est-ce qu'on a envie de parler d'un truc encore beaucoup plus drôle ? Ah oui, Pardon ? Une blague italienne. Par exemple.
Les blagues de Mario Draghi. Ah oui. Je me rappelle un ancien guide du routard qui disait l'Union européenne a prouvé son efficacité en dépit des esprits chagrins qui craignaient que cela devint une administration gérée par les Italiens avec l'humour allemand. Eh ben, on voit Mario Draghi, qui est désormais au pinacle de l'administration européenne et qui est un Italien. C'est quand même une sacrée blague d'avoir un Attends, qui avait Italien dit cette blague? Elle est qui chouette. sait de l'avenir de l'Europe et de son administration. Qui avait dit cette blague, Gauthier? C'était dans le guide du routard. Ah, c'était le routard. Dans le guide du routard, une dystopie où ça serait les Italiens qui géreraient l'avenir de l'Union européenne. Ouais, mais ça me dit quelque chose, en fait. Ouais. Non, Et pourquoi ils mettent ça dans le guide à un moment donné? bah, c'est juste pour faire un discours européen, dire c'est super l'Union européenne, tout le monde devient pote, c'est efficace. Mais Ça ils ne sont pas si européens que ça. serait les clés de la voiture, quoi. Mais alors oui, ce qui est intéressant, oui, voilà, en réaction à ce rapport Draghi, Alors, mais c'est un vieux rapport ou pas? non, disons que peut-être que c'est un vieux rapport qui a été updated, mais Parce qu'on en avait parlé, tu te rappelles, au début de la revue de presse, il y a presque un an. oui, c'est possible. Je ne sais pas si c'était des rapports, c'était déjà un rapport qui allait sauver l'industrie européenne. Donc c'est bon. Déjà, on a la production des rapports qui va bien. Ouais. Non, mais il faudrait. Attends, je vais retrouver. C'est l'article de. Parce que Nicolas Bavrez, qui passe beaucoup de temps ces derniers temps, c'est assez marrant, a beaucoup critiqué Emmanuel Macron. Vraiment, il ne peut plus le supporter. Mais par contre, plus il faut la France tombe, mais pour cela, il faut donc plus d'Europe. Et là, c'est quand même un peu compliqué à comprendre, ces gens-là, parce que tout ce qu'ils critiquent d'Emmanuel Macron, c'est un petit peu ce qui ne fonctionne pas en Europe, c'est-à-dire une sorte d'inefficacité, pour résumer. Hein. Et puis l'assaut normatif, inefficacité, pas de stratégie économique, industrielle, etc. Voilà, c'est ni plus ni moins les défauts de Macron en France. Lucide, il faut le reconnaître. Oui, donc, non, mais c'est étonnant parce qu'il fait partie de ces gens, plutôt à droite, libéraux, qui ont une sorte de lucidité d'analyse, mais dont les préconisations sont continuons comme ça, et même, disons... Alors évidemment, ils sont pour... C'est-à-dire, c'est vraiment, il n'y a qu'à faucon. Il faut que l'Europe ne soit plus l'Europe, en réalité. Hein, il faudrait que l'Europe soit efficace, stratège, qu'elle soit complètement unie, hein, déjà, ce qui n'est pas le cas, qu'elle soit stratège, ce qui n'est pas le cas, qu'elle soit efficace, ce n'est pas le cas, parce qu'elle a aussi une fonction publique vraiment engorgée. Simplement. Pardon ? Parce qu'elle est tout simplement pas unie. Oui, en plus. Mais il n'y a qu'à faucon, il faudrait qu'en fait, selon Nicolas Bavrez, qu'elle devienne ce qu'elle n'est pas, et en fait, ce qu'elle n'a jamais été. Enfin, ce qu'elle n'a jamais été. En tout cas, avec le gouvernement Barnier, il faudrait aussi qu'il devienne ce qu'il n'est pas. Oui. Et c'est assez... alors, ça tourne en rond. C'est des discussions qu'on a depuis maintenant, des décennies, qui tournent en rond. Il n'y a qu'à faucon. Et donc, ce rapport, qui paraît-il, serait brillantissime. C'est un rapport... Draghi, on se rappelle que c'est quelqu'un qui a été brillant quand il était à la BCE, notamment qui a totalement été capable de défendre les intérêts de l'euro en sauvegardant la démocratie et en étant une sorte de Gandalf sur le pont, arrêtant le balrog des États-Unis en disant « Thou shall not pass », non, l'Europe ne sera pas colonisée économiquement et par les intérêts américains. Voilà, un homme, Draghi, extraordinaire. Voilà, donc c'est... j'avoue que c'est assez fatigant et on a l'impression d'entendre ces phrases. Je pense que ça devient totalement inaudible. Il faudrait aussi débrexiter, hein, selon... Débrexiter ? Oui, selon Nicolas Bavrez, il faudrait évidemment réintégrer le Royaume-Uni au sein de l'Europe. C'est vrai qu'en plus, ça va bien le Royaume-Uni en ce moment. Ça serait vraiment... Oui. Il faudrait donc lutter contre la paralysie de l'Allemagne et l'effondrement de la France. Enfin, il faudrait beaucoup de choses, vachement bien. Tu sais comment on appelle ça ? On appelle ça la pataphysique. C'est la solution imaginaire. Ouais. Et en fait, on est face à des pataphysiciens qui jouent les nécromanciens, puisqu'ils essayent, pour solution imaginaire, de ranimer un cadavre, l'Europe,
qui globalement ne fonctionne plus depuis les années 2000. Oui, voilà, c'est exactement. C'est ce côté de ranimer. Alors, de temps en temps, il y a une petite lueur, le cadavre bouge un doigt. Mais Alors qu'en fait, pendant ce temps-là, il y a Trump qui a pris la poupée vaudou de l'Europe et qui va planter les aiguilles pour accélérer les souffrances. bon, ceci dit, on dit que Trump veut se retirer de l'Europe, mais l'Europe, il y avait déjà Obama qui avait déjà montré un fort désintérêt pour l'Europe et déjà un shift vers l'Asie. Donc, c'est pas très, très nouveau tout ça. Non. Bon, alors cette statue du commandeur, qui est Mario Draghi, Dixit Institut Jacques Delors, Référence tout de suite. nous propose l'État européen. Hein. On ne parle même plus de fédéralisme, c'est un... Oui, alors, je sais pas, ça sous-entend fédéralisation, mais un État européen et un impôt européen pour maintenir, attends, tiens-toi bien, notre modèle social. Ah ben ça, c'est un... Comment collecter plus d'impôts? Déjà, un État européen. Un Italien me parle d'État. Le dernier État que les Italiens ont été foutus de mettre en place qui était stable, c'était Rome. C'était en fait une dictature. Donc moi, les Italiens et l'État, je m'en méfie un petit peu. La Seconde République italienne n'est quand même pas un exemple. Alors je comprends qu'il y a un fort tropisme chez les Italiens, comme ils n'ont pas réussi à faire l'État chez eux, et qu'ils sont jaloux des autres, ils veulent monter l'État chez eux. Mais alors c'est un truc, c'est marrant. L'extrême droite, l'extrême gauche, le centre italien, ils sont tous sur la même longueur d'onde. On se rappelle du théoricien d'extrême gauche Nigli, qui disait « je veux en finir avec cette vieille merde d'État-nation ». Et ça montre à quel point les Italiens, comme ils n'ont jamais été foutus de créer un État, ils se disent « bon, ben, on va créer un État européen ». Voilà. Le gros problème de l'État européen, c'est que les Allemands, ils n'en veulent pas. Parce qu'un État européen, ça veut dire socialiser les dettes. Et les Allemands ne vont pas donner 25% de leur PIB pour que les Italiens, les Grecs et les Espagnols eh bien, en profitent. Oui, mais maintenant que les Allemands s'effondrent, on va tous être au même niveau. Ben oui, mais quand même, ils sont encore... Le Sud nous remonte, nous on tombe. C'est pas Gudrun en hélicoptère qui va sauver les miséreux, quoi. C'est l'Allemagne à un moment. Donc, mais je crois, tu vois, que ça montre à quel point tous les discours de machin est meilleur que truc, c'est un petit peu vanitas. Parce qu'en réalité, tous les pays européens sombrent en même temps. Mais alors, Emmanuel Macron nous dit qu'il est dans le monde, il y a des carnivores et des herbivores. Est-ce que tu as vu ce petit passage? Il était, c'était où d'ailleurs? Il a été en Hongrie, c'est ça? Je ne sais pas, on le voit avec Orban. C'est vrai qu'Orban, quand tu le vois, tu penses tout de suite à l'ogre des femmes. Bon, enfin, je ne sais plus où il était, je suis désolée. Et alors, donc, il a fait ce petit discours avec son petit costume 3 pièces, parce que dès que c'est un peu l'hiver, il a un costume 3 pièces. Ça lui va pas mal. Et donc, voilà, il serait temps de devenir carnivore. Alors, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron se prend pour un carnivore depuis qu'il est élu, mais qu'il a toujours agi en herbivore. C'est quand même assez étonnant. Ça a à boire. L'histoire internationale, c'est un peu comme les Américains disent que nous, on vient de Mars parce qu'on a une armée, et les Européens viennent de Vénus parce que c'est des tarlouses. Bah, au bout d'un moment, les relations internationales, c'est quelque chose de sérieux. On a l'impression qu'on est dans la cour de récré. Ouais. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est les carnivores, les herbivores. Les omnivores. Je suis désolé. Le but, c'est de trouver un équilibre parce qu'un régime purement carné, c'est pas bon non plus pour la santé. Enfin, non. Et puis, l'Union européenne, il y a un peu de tout en termes de zoo. Donc, je veux dire, c'est pas très, très uni, carnivore. Tout le monde deviendrait carnivore. Non, mais en fait, en plus, c'est quoi? Parce qu'il y a des lions. On va affronter un autre carnivore. Donc, on va avoir un duel Tyrannosaurus Rex contre Allosaurus. C'est Russie contre... En fait, la Russie contre l'Europe, on va faire un duel de carnivores, mais ça va être le Tyrannosaurus Rex russe contre le Procosognathus européen. Ouais. Ça va. Heureusement qu'on est 27, 28, je ne sais plus, parce qu'on va peut-être les avoir par le nombre. Peut-être pour terminer, c'est vrai qu'en fait, je crois que ces politiques-là, et comme les gens à qui je peux parler, qui sont d'une génération, qui se sont construits sur l'Europe, qui ont été étudiants dans les années 80, 90, n'imaginent pas pouvoir faire face à ces BRICS qui sont des très très gros pays. N'imaginent pas, alors que ce n'est pas une histoire de taille, le Japon n'est pas si grand que ça, et
se débrouillent, et d'autres pays de même. Mais voilà, il faut absolument être gros face au Brésil, face à l'Inde, face à la Chine. Il y a cette obsession-là, et je pense qu'ils n'ont pas d'imagination du tout Et, de se dire que ça peut être autrement, que c'est pas... Donc, bon, je peux comprendre ça d'ailleurs, hein, que c'est assez vertigineux d'imaginer autre chose. à contrario, un truc qui montre que tu peux être petit et très bien t'en sortir, ça va nous faire la transition, c'est tu prends l'exemple d'Orban en Hongrie. Parce que Orban, c'est un petit pays, tout le monde s'en fout de la Hongrie. Néanmoins, il a réussi à mettre en place des réseaux conservateurs qui ont influencé la campagne électorale de Trump. Ah bon? Donc maintenant, oui, il y avait un article du Monde assez passionnant là-dessus, avec des conservateurs américains qui avaient été invités en Hongrie, des réseaux d'influence, etc. Il y a une partie de la campagne de Trump, si Trump, d'ailleurs, qui cite souvent Orban, on remarque que Trump cite plus Orban que Macron lors de ses discours. Ouais. Là-dessus, je trouve que c'est quand même assez révélateur de ce que la volonté permet de faire avec un pays qui est quand même pas un lapin de coursive, quoi, la Hongrie. C'est un pays, démographiquement, ça va pas très bien. Par rapport à la Pologne ou à la République tchèque, ils sont quand même en décrochage économique. Mais Orban a réussi à imprimer sa marque. Et moi, le truc que je trouve assez rigolo, pour reprendre la métaphore de notre président, parce que on va jouer aux carnivores, aux herbivores. À l'heure actuelle, qui, à ton avis, intéresse plus Trump? Orban? Oh, Macron. Bah, je crois que chez les loups, ça n'existe pas, le mâle dominant. Tu sais, le mâle alpha, que c'est toute une reconstruction sociologique des virilistes, qu'en fait, les loups sont plus intelligents que les êtres humains. Quand ils chassent, ils coopèrent. Bah, j'espère pour Macron que Orban, le loup, coopère avec lui, parce que je crois que le discours d'Orban intéresse plus Trump de nos jours que le discours de Macron. C'est quand même un peu gênant quand on voit les deux pays d'où émanent ces discours. La France, théoriquement, devrait être plus entendue. Voilà. Mais c'est vrai que quand il joue au mâle dominant, c'est pas extrêmement crédible. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a... Oui, il y a des gens... Quand l'arrogance y est, hein, l'arrogance est bien là, mais... Ouais, mais ça, justement, ça surcompense trop l'arrogance. Parce que l'arrogance, c'est que tu n'es pas mal dominant. Mais tu sais, c'est le problème. Hein. Il y a des gens, ils sont Lynn Renault, et il y en a d'autres, ils sont Clint Eastwood. Lynn Renault, bon. Voilà. C'est une drôle d'image. Bon, en parlant de Clint Eastwood, Donald Trump. Alors, qu'en penses-tu, Flavie? Qu'est-ce que je pense de Donald Trump? Est-ce que tu penses que la civilisation va s'éteindre et que la lumière va griller? Non, je ne crois pas. Je concède que son fond de teint orange, avec la forme des yeux blancs, genre les lunettes de cabine UV, c'est pas terrible. Il a les cheveux moins orange, ceci dit, ils sont blonds maintenant. Il y a un petit progrès là-dessus. Et oui, bon. Mais il a fait une campagne, d'ailleurs, qui était drôle, mais qui n'était pas forcément toujours très, très fouillée non plus. Mais c'est vrai que face à Kamala Harris, qui était très, très mauvaise, il paraissait un intellectuel de premier rang. Donc voilà, moi, j'en pense pas grand-chose, je ne le connais pas. J'ai pu entendre par des gens qui connaissaient des gens qui avaient travaillé avec lui, qu'il était plutôt fair-play, contrairement à l'image qu'il donnait, qu'il était plutôt fair-play, honnête, que ça se passait plutôt pas mal dans l'interaction commerciale avec lui. Voilà, après, on a entendu plein de choses affreuses, ça, bon, très dûment relayé par nos médias. Moi, je ne sais pas, hein, je ne le connais pas, je n'ai pas d'opinion comme ça, et il paraît un petit peu éruptif, mais... Et puis, c'est toute une famille, enfin, il y a un côté très, très américain, très Dallas. Ils sont un petit peu moins... C'est plus Dallas, et Biden, on est plus à... Si on peut citer des vieux feuilletons télé, on est plus dans Dynasty. Donc, il y a quelque chose un peu... J'aurais plutôt vu dans Derrick. Biden, oui. Non, mais Biden, ce qui est ce côté voilà, un peu plus chic quand même. Enfin, maintenant, il n'est plus tellement chic. Mais c'est vrai que Trump, c'est un peu l'Amérique... Voilà, nous, en tant que Français, ça nous heurte, hein, évidemment. Il a accumulé les femmes de l'Est. Bon, je trouve que la dernière, elle présente pas mal. Elle est très bien habillée par un créateur français, paraît-il. Donc voilà, moi, je n'ai pas à en penser quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les annonces qu'il a faites. C'est vrai que les annonces sont tellement ambitieuses
il y en a beaucoup qui sont intéressantes, que ça risque un peu de se confronter au mur du réel. Moi, il y a un personnage aussi que je trouve vraiment intéressant, qu'on a traité tous les noms de complotiste, de dingue, qui a été renié par sa famille, la grande famille démocrate des Kennedy. C'est quelqu'un qui, depuis des années, s'attaque à la malbouffe aux États-Unis, à l'obésité, à tout ce que peut générer de maladies, la malbouffe et aussi le surdosage de médicaments ou les conflits d'intérêts, justement, les conflits d'intérêts de le health, comment on appelle ça alors, bref, je m'exprime mal. Enfin, en tout cas, tout ce qui est lié au labo pharmaceutique et les conflits d'intérêts afférents. Donc, c'est quelqu'un qui a des très, très fortes convictions. C'est ça aussi qui nous change un peu. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de personnes, de démocrates qui nous tiennent un discours vertueux, qui cachent en réalité des conflits d'intérêts réels, un discours assez hypocrite, assez... voilà, tandis que là, on a des personnes, alors comme RFK, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., qui semblent extrêmement, extrêmement habités par leur mission. Après, des personnes dont on peut aussi sur lesquelles on peut se poser certaines questions, comme Elon Musk, hein, bien sûr, mais en tout cas, ce sont des vraies personnalités. Oui, pareil, là, le nouvel ambassadeur en Israël, Yokabi, qui est un pasteur protestant, qui est pareil, quelqu'un avec une très forte personnalité. Mais c'est un évangélique ou pas? Évangélique, bien sûr. Ouais. Évangélique, je sais pas, ils vont être... Ouais, il va être super pote avec les Israéliens. Là. Mais globalement, l'impression que ça donne, c'est qu'il a une équipe qu'il n'avait pas lors du premier mandat. Oui. Parce qu'on se rappelle que le premier mandat, il y avait le général Flynn, par exemple, qui avait des discours très disruptifs sur les alliances américaines. Il n'a pas tenu 2 mois, le général Flynn. Il y avait là, comment il s'appelait déjà, Steve Bannon. Oui, c'est vrai, on n'en parle plus, celui-là. Idéologue. Bon, il est passé par perte et profit. Et en fait, Trump s'était retrouvé face à des équipes de la Maison-Blanche qui ne contrôlaient pas. On se rappelait Mike Pompeo, le patron de la CIA. Trump en a dit tout le bien qu'il pensait, néanmoins, il ne l'a pas repris cette fois-ci. Il y avait également, comment il s'appelait, le secrétaire d'État, qui était un néoconservateur pur jus, en réalité, dans le premier mandat de Trump. Donc là, il a l'air d'avoir une vraie équipe de personnes vraiment disruptives. À mon avis, ça va faire des états. Ça va tanguer, hein? Ouais, ça va tanguer. On va bien s'amuser. Oui, je pense que ça va être assez distrayant. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes comme Pete Hegseth, imprononçable, qui est un présentateur de Fox News qui est pressenti pour la défense. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Je ne sais pas du tout qui est ce monsieur. C'est un vétéran de l'Irak et de l'Afghanistan. Il co-anime l'émission Fox and Friends. L'Ukraine. C'est un peu une tendance quand même, des gens qui disent que l'Ukraine, ils en ont marre. Oui, ça c'est assez clair. Alors après, l'Ukraine, ce sera peut-être pas si simple que ça. Hein. Il ne va pas le régler en 24 heures comme il s'était engagé à le faire. Moi, ce que je trouve qui est super rigolo, quand même en position. Les Russes font semblant de ne pas être contents avec Poutine. Oui. Ouais, il est à la tête d'une puissance inamicale, mais peut-être qu'on va reprendre le dialogue. Et puis, tu sais, on voit la porte derrière lui qui s'ouvre par inadvertance. On voit tous les mecs qui sont en train de se baigner dans la vodka avec les cotillons à faire la fête. Et là, Poutine qui se retourne et qui dit Черт, я еще не закончил film. Oui, il faisait un petit peu la fine bouche. Bon. Ceci dit, oui, parce qu'il disait que les démocrates étaient plus prévisibles. Parce que Poutine va être assez exigeant, il est en situation de force. Ça se discute. Hein. Non, tu n'es pas d'accord avec ça? Je pense que les Américains, l'OTAN n'est pas en situation de force à l'heure actuelle en Ukraine. Non, mais je disais Poutine. Ah oui, Poutine, oui, bien sûr. Je veux dire, lui est en situation de force et donc va pas lâcher grand-chose. Donc,
C'est la question aussi de savoir si Poutine n'a pas intérêt à offrir un succès de politique extérieure rapide à Trump. Ouais. Parce que il y a quand même toujours la question que là, pour l'instant, les Russes, bon, il y a un axe globalement anti-occidental, russo-chinois. Il est peut-être intéressant pour les Russes que la pression se décale Mhm. à l'Asie. Il Mhm. ne faut jamais oublier que le premier pays que Trump avait visité en 2016, c'était le Japon. Donc on voit quand même que la priorité est plus par là. Et peut-être que les Russes peuvent jouer ici une forme d'apaisement pour renforcer Trump à l'intérieur. Parce que si la guerre en Ukraine continue éternellement, ça va fragiliser Trump. Puisqu'évidemment, tu la finis pas en un jour, comme tu nous l'avais dit, Donald. Oui, 24 heures. 24 heures. Après, il y a un monsieur qui s'appelle Tom Homan, hein, qui est pour l'immigration, surnommé le tsar des frontières. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais il paraît que ses interviews ne sont pas à piquer des verres, comme on dit. Voilà, d'ailleurs, il a un physique de brute. Il a été méchant dans les films. Ouais. Il va s'occuper de l'immigration. Il paraît qu'il est assez... je vous invite à aller regarder, que c'est assez marrant. Bon. Donc ensuite, oui, bon, il se dit que l'argument, oui, du racisme ne tient plus vraiment parce que les minorités, le racisme supposé de Trump, lié à sa volonté de réduire l'immigration, ne tient plus parce que quand même des minorités assez importantes ont voté pour Trump. Les Hispaniques surtout. Après, c'est assez logique parce que des Hispaniques qui sont aux États-Unis, et notamment de manière légale, la dernière chose qu'ils veulent voir, c'est arriver d'autres Hispaniques. Alors, on dirait qu'il y a quelques emploi, les mecs, tout ça. Oui. Ça c'est la manière dont les chercheurs en sciences sociales ont l'esprit tordu. De toute façon, ils sont entre blancs et ils ne connaissent pas l'immigration. Mais il n'y a pas plus raciste et plus anti-immigration qu'un immigré. Un immigré. Sauf pour je dirais pour les diasporas. Il y en a qui veulent faire venir leur famille, qui ont envie de vivre dans des diasporas. Et en plus, il y a quand même un truc qu'il faut voir, c'est que quand tu es immigré, tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays, c'est a priori parce que l'autre pays te plaît. Je crois qu'il y a quand même toujours une attractivité du rêve américain. Donc, lorsque tu as l'immigré hispanique qui est venu vivre le rêve américain aux États-Unis, qui rencontre un chercheur en sciences sociales qui lui explique, vous savez que les États-Unis sont un pays patriarcal, raciste, qui s'est fondé sur le capitalisme. D'ailleurs, la date de naissance, c'est pas 1776, mais c'est le projet 1661 du New York Times, parce que c'est l'année où il y a eu le premier noir américain esclave qui a foulé le sol des États-Unis. Mais l'hispanique lui dit d'aller niquer sa mère, que lui, ça ne l'intéresse pas. Comment? Oui. Non, mais il y a un moment. Oui. Alors, après, tu as bien vu le vote noir, puisque maintenant il y a des statistiques ethniques, et vous aviez fait, il y a des statistiques ethniques en tout cas aux États-Unis, et donc vous avez fait une émission sur la répartition des votes. Donc le vote noir, maintenant est assez divisé. Je ne sais pas quel pourcentage en faveur de Trump. Mais c'est pas ont voté républicain, ce qui correspond à une moyenne haute. Généralement, c'est 10% qui votent. Mais ils sont divisés. Il y en a qui tiennent un discours sans doute plus racial et donc sont plus du côté des démocrates, et d'autres qui tiennent un discours plus en tant qu'américains. Alors, je vois en régie, on nous dit non, 88% oui, c'est ce que je pour les démocrates. C'est ce que je dis, 12% des Noirs ont voté. Oui, c'est pas beaucoup. Hein. Et ouais, 44% des Latinos qui ont voté républicain. 44%, beaucoup plus de Latinos. Mais après, le truc, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les Noirs américains sont corsetés par tout un système de contrôle au bénéfice du Parti démocrate. C'est très dur pour un Noir américain de s'affranchir de toute cette pesanteur sociale. Donc, c'est surtout les Latinos, parce que je crois que les Latinos ne sont pas du tout dans la même logique. Déjà, les Noirs, faut quand même se rappeler que les Noirs sont aux États-Unis contraints et forcés. C'est le fruit de l'esclavage. Tandis que les Latinos, ils sont parce qu'ils ont envie d'y aller. C'est pas du tout la même mentalité. C'est des choses qu'on devrait, Bon. c'est quelque chose qu'on oublie.
Ensuite, alors, le projet, alors à quel poste, sais-tu à quel poste Elon Musk sera sans doute nommé? Ah ben, il sera On à peut reparler de la fonction publique. l'articulation de l'administration. Tout un programme. Mais tu sais, ça va faire comme Reagan dans les années 80, quand Reagan a défoncé, par exemple, toutes les administrations de protection de l'environnement. Et qui faisait qu'en fait, dire l'État est incapable de gérer l'environnement, donc c'était l'EPA, je crois, si je me rappelle bien à l'époque, qui s'est fait défoncer. Et là, bah, c'est en gros ce qui va arriver, quoi. Tout ce qu'on appellerait, nous, les hautes autorités administratives en France, c'est-à-dire toutes les administrations sont, qui sont chargées de régler des tâches ad hoc, à mon avis, vont disparaître assez rapidement dans d'atroces souffrances. Oui, bah, parce qu'il est prévu de réduire un tiers le train de vie de l'État, supprimer un tiers du budget fédéral, c'est-à-dire 2 000 milliards sur un peu moins de 700, sur un peu moins de 7 000 milliards. Et ben dans ce cas-là, le trou de 2,4 milliards dans le budget allemand, s'ils économisent 2 000 milliards de leur côté, ils pourraient peut-être pousser un petit peu plus quand même. Milliardaire d'économie que 1998 milliards, quoi. Et des dépenses, ça serait sympa. Les dépenses publiques étaient en 2022 de 23% du PIB. Ouais. Donc, c'est pas rien. Ah, mais de toute façon, on a toujours l'image d'une Amérique complètement libérale. C'est l'un des pays, je ne souhaite pas à mon pire ennemi de remplir une déclaration fiscale aux États-Unis. Pareil, cauchemar. 27% à la santé, 22% à la sécurité sociale et 13% à la défense nationale et la même somme, 13% aux intérêts de la dette, soit 882 milliards. La dette s'élevant à 35 000 milliards. Alors c'est pareil, leur dette par rapport à la nôtre, on rajoute un zéro à peu près. Oui, ils ont une imprimante. Ils ont l'imprimante à dollars. Ils ont l'imprimante et je pense qu'ils sont à peu près propriétaires de leur dette, ce qui n'est pas notre cas. Bref, on en revient toujours à la question. Le monde survivra. Nous, c'est le diagnostic est réservé. Voilà, alors, on va peut-être faire rapidement les fameuses 47. On va arrêter. On va arrêter, c'est fatigué. Sur la question de l'avortement, parce qu'on a beaucoup accusé Trump d'être contre l'avortement, lui, il ne défend qu'une interdiction au-delà de 15 semaines. Il faut savoir que nous, au-delà de 14, chez nous, c'est 14, donc voilà, je veux dire, il n'y a rien de spécial. C'est ça, c'est-à-dire, ces grandes ambiguïtés sur l'avortement, c'est que dès qu'on dit « OK, mais pas au-delà de 14 semaines », ou 15, d'ailleurs, c'est encore plus loin aux États-Unis, non. Et dans ces cas-là, on serait contre l'avortement. Donc, tous les débats sont un peu biaisés, je trouve. Ah non, ça, je ne veux pas le croire. que des médias européens, quand ils parlent de Trump, ont un avis biaisé. Non, mais là, sur l'avortement, je trouve quand même les débats sont quelquefois biaisés sur l'avortement. Oui, alors, on parle, voilà, puisque évidemment, il y a des pressions assez fortes pour allonger la durée le nombre de semaines, puisque le passage après 12 semaines, on passe de l'embryon au fœtus, donc c'était une date assez symbolique. Et je pense que là, pour moi, c'est un peu une dérive, le nombre de semaines, parce que, évidemment, il y a des personnes des militants qui souhaitent aller très très loin. Oui. Voilà, c'est pas le sujet de ce soir, mais je ne prononcerai pas. Comme c'était le grand sujet de la campagne de Kamala Harris, je ferai juste remarquer que les États-Unis sont un État fédéral, un État continent. C'est assez logique qu'il n'y ait pas les mêmes lois en fonction des États. D'ailleurs, c'est le cas en Europe, où l'accès à l'avortement est beaucoup plus restreint en Pologne que dans d'autres pays. Ouais. Mais c'est la Cour suprême qui est plutôt conservatrice, qui a supprimé le droit à l'avortement au niveau national, c'est ça, en 2022. Qui l'a redonné aux États dans une logique qui correspond d'ailleurs beaucoup à l'organisation fédérale américaine. D'accord. Ok. Bon. Tu veux t'arrêter là ? Je ne sais pas, sauf s'il y a encore autre chose. Non, écoute, il y a toujours autre chose, mais... donc... Oui, on n'a pas parlé des 47 mesures. Bon, je vais pas. C'est pas ça. C'est que et puis bon, on a cité que 2-3 personnes autour de lui, mais les 47 mesures évidemment sont autour de l'économie, de l'éducation, de l'expansion des pouvoirs présidentiels,
des affaires étrangères, du healthcare, la sécurité sociale, immigration, infrastructure, journalisme et censorship, censure, law enforcement, donc l'application de la loi, et la sécurité nationale, et les questions sociales comme LGBT, transgender. Alors par exemple, on en revient à la défense, ils veulent absolument mettre un terme aux transgenres parmi les officiels de l'armée. Et rapidement sur l'économie, en effet, revenir, je pense que ça c'est important à citer, à revenir à des mesures très protectionnistes, puisqu'il s'agit alors je crois qu'avec la Chine, il s'agit de mettre des tarifs douaniers de 60%. À la Chine. Après, ça sera aussi... mais je pense que c'est ce qui fait très peur à l'Europe, c'est ces nouveaux tarifs douaniers. Donc, un protectionnisme qui revient en force. C'est clair que de toute façon, l'Europe semble être le maillon faible et que si les États-Unis, si la politique économique de Trump réussit, c'est l'Europe qui paiera les cassés. Oui. Mais ça, à la limite, c'est une leçon pour l'Europe qui est idéologiquement en faveur d'un libre-échange absolu, qui est signature de droit des traités de libre-échange, sans vouloir comprendre à quel point ça fragilise, plus que fragilise sa population productive. On parlait des agriculteurs tout à l'heure, mais aussi l'Allemagne est aussi maintenant dans la même situation que nous, en désindustrialisation massive. C'est quelque chose que Trump a compris, c'est là-dessus qu'il a été élu principalement. Il serait temps qu'on se mette à comprendre. On peut peut-être terminer là-dessus. Ouais, j'aurais envie de dire pour terminer que, pour reprendre un penseur que j'aime beaucoup, il y a des herbivores. Bonne soirée. Bonne soirée. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.